Bonjour à tous, je suis Ondine Delaunay, rédactrice en chef de la LJA. Je vous remercie de vous être déplacés aujourd'hui jusqu'à Montparnasse. Pour débuter cet après-midi sur les risques, je vous propose de commencer par l'international, parce que l'augmentation du nombre de réglementations internationales, européennes et nationales a imposé aux entreprises d'apporter des changements structurels de process, de reporting qui ne sont pas anodins du tout. Et dans ce contexte, l'entreprise doit être en mesure d'évaluer l'ensemble du risque contentieux pour mieux s'en prémunir. Quelles sont les nouvelles sources de contentieux? Quelle stratégie préférée pour régler les différences, entacher les relations commerciales avec les partenaires? Quel apport des MARD, modes alternatifs de règlement des différends? Quel impact de la décision ACMEA en matière arbitrale? Quel bilan des nouvelles chambres de commerce internationales? C'est autant de questions qu'on va aborder avec ce panel d'intervenants que je remercie d'abord d'être présents, bien sûr, et que je vais rapidement vous présenter. Alors, je commence par Soraya Amrani Meki, qui est professeure agrégée des facultés de droit, enseignante chercheuse à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Elle a réussi l'agrégation de droit privé et de sciences criminelles en 2003 et s'est par la suite spécialisée en procédure civile, domaine dans lequel elle présente de nombreuses publications. Elle est vice-présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme depuis 2015 et participe à de nombreux conseils scientifiques, groupes d'experts et laboratoires de recherche. Et elle est notamment membre de la commission médiation du Club des juristes, au sein duquel elle a participé à un rapport intitulé « Médiation et entreprise ». À votre gauche, Soraya, Charlotte Gossel, qui est docteure en droit privé, ancienne avocate au barreau de Paris. Elle a rejoint le groupe Veolia en 2010 et en dirige le département contentieux et arbitrage de la direction juridique depuis juillet 2017. Carl Hennessy est Senior Vice President and Head of Litigation, Investigation and Regulatory Affairs du groupe Airbus. Il y dirige les activités mondiales du groupe dans ces domaines. Outre ses fonctions de direction au sein d'Airbus, donc, il est président du conseil d'administration du tribunal d'arbitrage international au sein de la Chambre internationale de commerce. Il siège également au conseil d'administration de nombreuses autres organisations à but non lucratif et siège occasionnellement en tant qu'arbitre ainsi qu'au conseil d'administration d'organismes sans but lucratif. Alexia Esquinazi est associée du cabinet LPA-CGR Avocat, spécialisée en contentieux des affaires et contentieux industriels. Elle conseille des grands groupes français et internationaux dans de nombreux secteurs d'activité, aussi bien devant les juridictions civiles que commerciales. Elle intervient plus particulièrement en matière de risques industriels et contentieux des affaires. Elle est membre de l'IBA, de l'URJAF, l'Union des jeunes assurances et réassureurs français, et fait partie du board du Young Lawyer Committee. Enfin, à sa gauche et à ma droite, Xavier Cléda, également associé du cabinet LPA-CGR Avocat, spécialisé en contentieux commercial des affaires et financiers. Il assiste des entreprises françaises ou étrangères dans leurs pré-contentieux ou contentieux, notamment dans le domaine contractuel et commercial ou dans le cadre de litiges portant sur la gouvernance des sociétés. Il intervient également dans des dossiers portant sur des pratiques de concurrence déloyale ou de pratiques restrictives de concurrence. Et dans le domaine financier, il conseille des banques ou intermédiaires financiers dans des dossiers mettant en jeu leur responsabilité pour défaut dans leurs obligations de conseil ou d'information. Alors voilà, les présentations sont faites. Pour débuter cette plénière, je vous propose de vous donner la parole, Alexia, pour définir finalement cette notion de risque contentieux qui va guider nos débats et toute cette table ronde. Merci Ondine. Le risque contentieux, moi j'aime le définir, mais je le soumets à votre appréciation, à la notion de l'incertitude prévisible. C'est-à-dire la probabilité de la survenance d'une cause contentieuse, mais surtout l'évaluation de ses conséquences qui sont nécessairement soumises à la notion d'aléa judiciaire. Alors, la notion de risque contentieux, c'est quelque chose qui s'apprécie à l'aune de la partie sur qui pèse le risque,
On ne raisonne pas de la même manière en demande ou en défense. L'aléa de la preuve suffisante, finalement, et le risque contentieux qui pèse sur la partie en demande. Et l'aléa de la condamnation, c'est la notion de risque contentieux qui pèse sur la partie en défense. Ce risque contentieux et sa définition se mesurent aussi à l'aune de sa maîtrise. En d'autres termes, de la façon dont ce risque contentieux sera traité et de l'outil qui va servir à le traiter. Et cet outil-là est nécessairement différent selon que le risque est seulement éventuel, c'est-à-dire qu'on sait qu'il existe mais il n'est pas avéré, ou lorsque ce risque est pour le coup avéré par le biais d'un acte introductif d'instance. Dans ces deux cas, que le risque soit avéré ou que le risque soit éventuel, la recherche de sa maîtrise suppose la recherche de la maîtrise de l'aléa judiciaire et surtout de ses incertitudes. Merci. Alors en entreprise, on a 2 représentants de l'entreprise. Comment est-ce que vous évaluez ce risque contentieux, notamment dans des groupes internationaux comme les vôtres ? Charlotte ? Alors nous, dans le groupe Veolia, en fait, moi je dirige le département contentieux et arbitrage au niveau de la holding. On s'appuie à la fois, nous sommes divisés par zone géographique et elle-même divisée par pays. Nous nous appuyons en fait sur les directions juridiques des pays et des zones pour nous aider à évaluer en fait le risque juridique qui existe dans leur zone précisément. Tous les contentieux n'ont pas vocation à nous remonter en tant que holding, puisque ça serait absolument pas gérable, et ça n'aurait pas de sens, puisqu'on n'est pas spécialisé, nous, on est une petite équipe, donc on n'est pas spécialisé dans tous les droits des pays. En revanche, donc, on a un système de reporting juridique trimestriel, selon des critères à peu près objectifs, on va dire, plusieurs critères, et on a environ 300 litiges, que ce soit arbitrage ou contentieux, qui nous remontent chaque trimestre et qu'on revoit avec les directeurs juridiques. Et ensuite, donc, on va essayer d'évaluer le risque et voir si oui ou non nous allons nous impliquer, nous, équipe de la holding, dans ce type de contentieux pour justement donner un appui à la direction juridique locale, voire créer une équipe commune pour gérer ce type de risque et de contentieux. Karl, comment ça se passe chez Airbus ? Tout d'abord, bonjour à tous et merci beaucoup pour m'inviter à venir avec vous. En fait, nous avons un système un peu similaire, mais tout d'abord, je vais insister sur un point qui me semble très important. Ce n'est pas le contentieux qui est un risque. Le contentieux, c'est un moyen de s'adresser à un risque, même de limiter, de comprendre, de mesurer et en fait de transiger en fait un risque. Et le choix, en fait, soit en fait comment s'adresser au contentieux, quelle est l'équipe le mieux placée pour le faire, quelles sont les spécialités qui sont les mieux placées pour s'adresser aussi, et toujours en fonction des risques, de compréhension des risques et de limitation des risques. Et c'est pourquoi on a s'organisé en fait dans une organisation peu matrix. Nous suivons en fait à peu près le principe que vous avez décrit, Charlotte. En fait, on l'appelle le principe de subsidiarité. En fait, on a pris cette notion de droit européen, mais en fait, dans le même sens, on va descendre le risque et la gestion du risque à celui qui est mieux placé pour le faire, mais qui a aussi la compétence de le faire. Il y a bien sûr en fait un système de reporting, mais en soi, l'équipe est formée en fait dans 3 groupes. Un groupe qui est spécialisé dans les litiges, dans des consensus qui concernent les affaires commerciaux, les gens qui sont plutôt les spécialistes pour le pénal et pour le risque produit, et les gens qui sont spécialisés dans le domaine regulatory, c'est-à-dire en fait les dossiers administratifs. Mais bien sûr, nous avons aussi les spécialistes pour les produits, pour les divisions, en fait, pour les satellites, pour les hélicos, pour les problèmes qui sont plutôt liés à ça. Xavier, comment on gère ce risque contentieux en entreprise ? Alors, ça va être le point de vue d'un avocat qui va bien sûr vous répondre sur la façon de le gérer en entreprise. Je crois qu'il y a un point important qui vient d'être notamment souligné par Karl, qui est l'importance de l'évaluation.
et de la veille qui est effectuée par les juristes d'entreprise, et c'est là qu'ils jouent un rôle primordial parce que c'est eux qui connaissent l'activité de l'entreprise, son environnement économique, et qui sont capables d'évaluer l'apparition, de mesurer l'apparition de certains risques, et tout le mécanisme de reporting et de mesure de l'importance de l'apparition des risques est essentiel, tout d'abord pour le gérer. Puis après vient la question de la gestion ensuite, donc qui pose des problématiques d'organisation, bien sûr, dans des structures telles qu'Airbus, par exemple, ou telles que Veolia, et un certain nombre de questions lorsque le risque se concrétise pour le gérer. Donc, quelles sont les alertes internes que l'on va mettre en place pour pouvoir mesurer, pour pouvoir suivre l'apparition du risque et son développement. Les lobbying réglementaires notamment, que l'on peut également mettre en place pour pouvoir le gérer d'un point de vue réglementaire. Et puis ensuite, la question qui se pose, c'est comment va-t-on faire pour que ce risque apparaisse dans un environnement que l'on maîtrise ? C'est-à-dire, en d'autres termes, comment on fait pour maîtriser le terrain de jeu ? Et c'est là où il y a plusieurs réflexions à engager. La première, c'est qu'il ne faut pas négliger les procédures d'escalade interne, c'est-à-dire soit dans les contrats, soit par des procédures internes qui permettent de déminer le risque. Donc c'est lorsqu'on est en relation avec des clients, un bon service de clientèle, un service de médiation à l'usage de la clientèle, ou dans des grands contrats, des procédures d'escalade qui permettent d'éliminer un grand nombre de risques. Et puis ensuite, des réponses contractuelles classiques dans les CGV ou dans les contrats. Et là, on se pose la question très classique, droit applicable et juridiction applicable, enfin choix de la juridiction ou du mode de règlement des litiges. Donc, on pourrait disserter pendant des heures sur cette question. Choix du droit applicable, il y a plusieurs questions à se poser. Je dirais que le meilleur droit, c'est celui qu'on connaît. C'est celui qu'on est capable d'anticiper. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'il y a des faux amis. On peut se dire, par exemple, que le droit italien, finalement, c'est issu d'un droit classique latin, c'est très proche du droit français. Et dans l'excitation d'une négociation, on se dit au dernier moment, allez, on lâche sur le droit italien. Le droit italien, sur certains points, peut être très différent du droit français. Donc il y a véritablement des faux amis. Et il y a un autre point qui est important, et c'est là où le juriste, je pense, est quelquefois au pied du mur. C'est qu'il a d'un côté des équipes de négociation qui le poussent à conclure le contrat, il faut aller vite, il faut terminer parce qu'il faut signer, et le juriste qui voit arriver un contrat dans un droit qui n'est pas forcément le droit qu'il connaît, et il faut avoir à un moment la possibilité de dire stop, j'appelle un avocat en droit italien par exemple pour avoir confirmation que telle ou telle clause est valable. Donc ça, c'est une première façon de gérer, c'est le choix du droit applicable avec les différentes questions que l'on doit se poser lorsque on réfléchit à ce point. C'est quelles sont les règles d'ordre public qui peuvent venir interférer, quels sont par exemple les risques de dommages d'intérêt punitif, enfin ce type de questions. Je passe rapidement parce qu'on peut parler de cela pendant des heures. Après, sur le choix de la juridiction et la méthode de règlement du litige, là également il y a toute une réflexion à avoir, et j'ai envie de vous dire, c'est pour paraphraser le vieil adage, mais la meilleure juridiction, le meilleur juge, c'est celui qu'on connaît. Donc là encore, se pose la question de savoir si on choisit un juge étatique, si on choisit un tribunal arbitral. Il y a une question préalable quand même qui me paraît importante et intéressante, qui est-ce qu'on doit prévoir une phase de conciliation préalable, une phase de conciliation amiable, parce que c'est aussi une façon de déminer un litige ou d'avoir rapidement une réponse lorsqu'apparaît un litige, plutôt que de devoir saisir la CCI d'une requête d'arbitrage avec le temps nécessaire et tout le travail nécessaire. Donc en fonction des situations, il peut y avoir un véritable intérêt à se poser la question, est-ce qu'on prévoit des procédures préalables dans un premier temps, puis ensuite, effectivement, examiner et quid du choix d'une juridiction étatique ou d'un tribunal arbitral.
Justement, ces MARD, conciliation, arbitrage, médiation, quelle est leur place dans les litiges internationaux? On en parle beaucoup au niveau interne, forcément. Dans les litiges internationaux, est-ce qu'ils sont aussi utiles que dans ces litiges internes, Soraya? J'ai envie de dire une place centrale, une place de premier choix. Alors, on en parle beaucoup dans les litiges internes, mais il faut savoir qu'on en parle beaucoup parce qu'on ne l'utilise pas assez. Et que toute la réflexion et toute l'évolution des textes va pour rendre obligatoire ce recours au mode amiable. Dans les litiges internationaux et surtout dans les litiges commerciaux internationaux, la réflexion est complètement différente. La place est centrale. Pourquoi? Merci Alexia d'avoir présenté les risques. Avec cette dichotomie, un risque d'apparition d'un litige, et une fois que le litige est là, le risque du traitement de cette matière litigieuse. Et dans les deux cas, les modes amiables ont toute leur place. Avant l'apparition du litige, on est dans l'anticipation contractuelle. Et là, il y a deux choses. Il y a évidemment, qu'est-ce que je fais dans ma rédaction contractuelle? Quelles sont les clauses que je peux insérer? Est-ce que je mets une clause de médiation? Et le plus souvent, ce qu'on voit apparaître, c'est des clauses de med-arb. C'est-à-dire, en cas d'apparition d'un litige, je vais en médiation. Si la médiation ne fonctionne pas, je vais en arbitrage. Mais comme c'est de la liberté contractuelle, j'ai envie de dire aux juristes, amusez-vous, imaginez. Sur les clauses de med-arb, on voit que parfois, on mène une médiation puis un arbitrage. Parfois, simultanément, médiation dans une salle, arbitrage dans l'autre. Parfois, cumulé sur la tête d'une même personne, ce qui, à mon avis, est complètement sacrilège. Mais en fait, on peut imaginer les choses. Le champ des possibles est énorme. À part cette anticipation contractuelle, on a aussi, avant la naissance d'un litige, la possibilité de recourir, non pas, et là je voudrais insister un petit peu, au mode amiable de résolution des différends, mais aux outils amiables. C'est-à-dire que je voudrais quand même insister sur le fait que dans le monde de l'entreprise, on a parfois, et ça a été les résultats du groupe de travail sur médiation et entreprise du Club des juristes, on a parfois une confusion entre ce qu'est une négociation contractuelle et ce qu'est le fait d'utiliser des outils amiables. Ça n'est pas la même chose. Dans une négociation, on est dans une négociation de position. Je veux, tu veux. Et où est-ce qu'on va arriver à un terrain d'entente? Les outils amiables permettent de renverser un petit peu la table et de se dire, voilà, essayons par l'utilisation de certains outils de trouver ensemble une solution qui soit satisfactoire pour tout le monde et pas forcément en droit. Ça, c'est assez intéressant et je voudrais juste prendre un exemple au moment de la période de la Covid-19, que tout le monde a évidemment bien en tête, raison pour laquelle il fait un peu chaud et que nous avons malgré tout le masque. Au moment de l'apparition de la Covid-19, il y a eu tout un tas de risques contentieux, de problèmes d'assurance, etc. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Paris Place du Droit et les autres ont créé la plateforme Tierce Conciliation. Et l'idée, c'était bien, non pas de proposer des modes amiables, puisque l'idée, c'était de permettre aux entreprises de trouver une solution pour anticiper la naissance d'un litige. Autrement dit, alors, mais surtout pour des plus petites entreprises, les aider à renégocier, avoir des avenants et anticiper pour éviter que le risque contentieux n'apparaisse. Et une fois que le litige est né, ben là, évidemment, il s'agit de trouver, avec l'aide des avocats, le mode de règlement le plus adapté. J'ai envie de vous dire que les modes amiables, c'est l'arbitrage, mais en mieux. C'est-à-dire que l'arbitrage, on a de la confidentialité, comme en matière d'arbitrage, on a la rapidité, comme en matière d'arbitrage, on a la qualité, etc. Mais on a mieux, parce qu'on a la possibilité, jusqu'au bout, de rester maître de la solution. C'est-à-dire qu'on construit ensemble une solution, et jusqu'au bout, on a la possibilité de dire non. Et dans les contentieux internationaux, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, on met le droit international de côté, on met la question du juge compétent de côté, on met la question même du droit de côté. On n'a pas un arbitre qui va statuer en droit, ni même en amiable composition en équité. On a des parties qui cherchent ensemble la bonne solution, qui n'est pas que juridique, qui intègre des aspects économiques, prospectifs et autres, de manière totalement confidentielle pour trouver une solution adaptée et une solution globale, puisque contrairement à la saisine d'une juridiction fût-elle arbitrale, on a ici la possibilité de mêler des éléments qui sont complètement différents et qui n'auraient pas forcément donné lieu à du contentieux. Donc vous l'aurez compris, pour moi, c'est une place centrale, essentielle. Parfait. Et pour vous, Charlotte, comment vous considérez ces modes alternatifs? Est-ce que vous les considérez comme des substituts au contentieux ou finalement comme de la prévention des risques? Alors un peu des deux, je dirais. C'est clair que nous, c'est une solution
alternative effectivement à une situation contentieuse ou même arbitrale une solution amiable en fait peut être trouvée, bien évidemment, on y est favorable. Je vous rejoins tout à fait sur l'aspect prévention en fait au moment de la rédaction du contrat et créativité. C'est clair que autant se faire plaisir dans ces cas-là. Après, pour moi, il y a toujours un temps par rapport à cette résolution amiable. Le contrat aura beau prévoir une phase de résolution amiable, de médiation, si les parties ne sont pas prêtes, ça ne fonctionnera pas. Donc, et à l'inverse, quand bien même le contrat ne permettrait pas cette phase de règlement amiable, si les parties sont prêtes, avant d'engager un arbitrage ou d'aller devant les juridictions, la porte de la négociation s'ouvrira. Nous, on a eu des cas, donc je me souviens notamment d'un dossier d'arbitrage. On avait effectivement une clause avec une médiation, donc la médiation s'est tenue, n'a pas prospéré. Le tribunal arbitral a été constitué, et une fois que le tribunal a été constitué, effectivement, là, c'est ouverte. Pourquoi plus à ce moment-là qu'avant, je ne sais pas, mais en tout cas, la phase de discussion possible s'est ouverte. De la même manière, autre dossier, là, c'était devant les juridictions françaises. C'était en garantie de passif, on a été jusqu'au bout du bout, on attendait le délibéré, et là, finalement, on a négocié. Il faut finalement que le contentieux ou le litige, le différend, soit très larvé avant de pouvoir transiger. Alexia. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Je voudrais juste dire qu'il y a de la médiation maintenant devant la Cour de cassation. On attend un décret qui va le consacrer. Ça veut dire qu'il n'y a pas une règle d'or. Il y a une palette d'offres amiables. Et selon la matière litigieuse, selon les parties, on sent si elles sont mûres ou pas. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On a énormément de modes amiables où on a a priori un échec parce qu'il n'y a pas un accord. Il y a une phase de digestion. C'est exactement ça. Une phase ça ressort. Oui. Et en fait, cette phase de digestion, elle est à la fois entre les parties, mais aussi même au niveau interne, parce que nous, juristes, effectivement, il y a des dossiers où clairement, ce sont des dossiers qui ne devraient pas aller en fait en contentieux, et nous, on sent que ce serait mieux effectivement un mode de règlement amiable, mais en interne. Voilà, l'état d'esprit n'est pas ouvert à ce type de propositions. Et ensuite, justement, il y a cette phase effectivement de maturité qui arrive, et au bout d'un moment, finalement, ça fait son chemin. Alexia. Exactement. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a un temps pour tout. Et il faut bien souvent que les divergences soient cristallisées, que ce contentieux soit larvé, pour qu'une fois le risque avéré, on puisse le traiter par un mode amiable. C'est avant tout du coup la chose des parties, que ce soit une médiation très en amont ou même une conciliation qui serait proposée par le juge. Il faut que les parties soient suffisamment mûres pour trouver cette solution amiable. C'est d'ailleurs pour moi le seul bémol finalement de ce système qui ne présente, de mon point de vue, et pourtant je suis un avocat contentieux, qui ne présente que des avantages. C'est un outil de gestion du risque pour moi, un véritable outil qui permet de piloter ce risque, qui permet de racheter son risque contentieux parfois, et donc de maîtriser et de circonscrire à peau de chagrin cette notion d'aléa judiciaire et ses incertitudes. Un avantage lié au coût, le plus souvent directement lié au fait que ce sont des procédures qui ont le mérite de la célérité bien souvent, et avantages et non des moindres qui permettent de solutionner et de trouver un accord entre des partenaires commerciaux, et donc de privilégier des relations commerciales qui sont souvent très entamées, très écornées par l'existence d'un contentieux. Peut-être juste, Ondine, si vous permettez, je voudrais juste insister sur le fait que même si on peut trouver que c'est absolument extraordinaire, enfin moi je vous avez compris, j'en suis convaincue, il faut quand même faire attention au fait que se développent maintenant de plus en plus de véritables stratégies de l'amiable. Et donc ça n'est pas parce qu'on est favorable au mode amiable qu'il faut oublier qu'il y a quand même un contentieux potentiel, et notamment il y a un contentieux assez abondant sur les délais de prescription. Et quand on est devant la juridiction, surtout les délais de procédure, c'est-à-dire que un avocat un peu habile et qui a un petit peu d'avance sur les modes amiables
peut tout à fait proposer à Charlotte que ce serait vraiment une bonne idée que nous fassions une médiation, mais je vais attendre que le délai de prescription soit acquis, je vais fixer les rencontres avec le médiateur juste après. Et là, la prescription est acquise, et c'est vrai pour plein de choses. Donc il faut garder en tête que l'accompagnement d'un avocat est intéressant dans la phase amiable parce qu'il y a des problèmes de prescription, et notamment quand on a la palette amiable. Dans les litiges internationaux, on fait beaucoup de processus collaboratifs, ça devient de plus en plus en droit des affaires. Le processus collaboratif, par exemple, n'a pas d'effet sur les délais de prescription, au contraire de la médiation. Donc il y a quand même des choses, il ne faut pas se dire « c'est génial, on va négocier et tout va se régler dans le meilleur des mondes possible ». On reste vigilant. Alors Karl, chez Airbus, vous, c'est carrément presque une obligation de passer, tenter la transaction, enfin la médiation ou l'arbitrage avant le contentieux, hein. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que mes collègues ont déjà dit. En fait, l'obligation de parler, de faire une médiation, de négocier, se rime absolument pas avec la volonté de le faire. Et en fait, je résiste tout à fait en fait les clauses qui imposent en fait une phase de négociation ou de médiation amiable pour cette raison-là. Et en fait, c'est plutôt une invitation aux parties de réagir dans un sens tactique. Et je crois que vous avez complètement raison qu'en fait c'est un instinct que j'ai déjà vu plein de fois en fait, et c'est juste un des problèmes qui peuvent être créés dans une telle phase. Mais ce que vous avez dit, c'est exactement ça. En fait, où la volonté est là, sur les deux côtés, on va trouver un chemin à le faire, comme vous avez dit, Charlotte. Et comme ça, je résiste aussi un petit peu l'idée d'être trop créatif. Parce que l'agilité est il fallait garder une agilité au moment que le consensus, le différend est arrivé. Et en fait, je crois qu'en fait, si on va être trop créatif dans des clauses, on va prévoir les choses qui n'arrivent pas, on ne va pas prévoir les choses qui arrivent. Et c'est pour moi, en fait, il faut une volonté, une créativité au moment que le différend est arrivé. On va aborder maintenant l'arbitrage, qui a été longtemps la voie royale pour gérer les conflits internationaux. Mais il y a quand même 2 événements récents qui sont venus porter un frein au recours à cette voie de règlement. D'abord, le Brexit. Je rappelle que le Haut Comité de la place judiciaire de Paris a publié en 2020 un rapport sur l'arbitrage en matière bancaire et financière qui laissait craindre quelques difficultés post-Brexit en raison de l'important volume de contrats en ces matières qui comporte une clause attributive de compétence au bénéfice des juridictions britanniques. Et puis, c'est ajouté le 6 mars 2018 l'arrêt Achmea de la Grande Chambre de la CJUE, dans laquelle il a été jugé que le recours à l'arbitrage fondé sur les traités bilatéraux de protection des investissements est incompatible avec les droits de l'UE, dès lors que le traité est conclu entre des pays membres de l'UE. Alors, je vais d'abord me tourner vers Xavier. On va parler de l'impact du Brexit et notamment sur l'exéquatur. Alors, l'impact du Brexit sur l'exéquatur, je pense qu'il faut distinguer les sentences arbitrales d'une part et les décisions des juridictions étatiques d'autre part. S'agissant des sentences arbitrales, je n'ai pas, moi, le sentiment que le Brexit va changer grand-chose parce que leur exéquatur reste régie par les dispositions de la Convention de New York de 1958. Donc, et celle-ci, elle est toujours en vigueur. Et pour l'instant, le Brexit ne me semble pas avoir changé beaucoup de choses. La question se pose en revanche pour l'exéquatur, l'exécution au Royaume-Uni de décisions rendues dans les États européens et inversement, l'exécution dans les États européens des décisions rendues au Royaume-Uni. Puisque là, les règles qui s'appliquaient jusqu'alors et qui étaient issues du règlement Bruxelles 1 bis ne peuvent plus s'appliquer. Donc on se retrouve dans une situation de droit commun dans lesquelles, alors on a cherché quelles pouvaient être les conventions internationales qui pourraient s'appliquer. On a tout d'abord envisagé la convention de Lugano et le Royaume-Uni a demandé son rattachement à la convention de Lugano qui permet une reconnaissance d'une grande partie de décisions rendues par les États dans les États signataires de la convention et les États signataires de la convention de Lugano ont rejeté cette demande d'adhésion du Royaume-Uni. Donc plus de possibilité de passer par la convention de Lugano. On a envisagé la convention de La Haye de 2005, qui est sur les accords d'élection de fort, qui permet une reconnaissance de certaines décisions
mais dans un champ d'application qui est très limité, puisqu'il s'agit de décisions rendues en application d'une clause attributive de juridiction avec un fort particulier dans des domaines particuliers. Il faut que la clause ne soit pas asymétrique, qu'elle ne vise qu'une seule juridiction. Donc le champ d'application est extrêmement restreint. Et donc on en est à s'interroger s'il ne faut pas aller exhumer une vieille convention internationale franco-britannique de 1934 qui prévoyait la reconnaissance mutuelle par la France et la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, des décisions rendues dans chacun de ces États. Avec une difficulté qui est que cette Convention internationale de 1934, normalement, avait disparu à la suite de l'adhésion de la Grande-Bretagne à la Convention de Bruxelles de 1968. Donc là, il y a un pan d'incertitude qui fait qu'on peut penser qu'un grand nombre de décisions anglaises, par exemple, ou de décisions européennes, lorsqu'il faudra les faire exéquaturer, on va devoir passer par la procédure habituelle d'exéquature. Donc en France, par exemple, ça veut dire une assignation traitée dans un délai qui va être probablement supérieur à 1 an, et ensuite la possibilité d'un appel, qui est un appel plein devant la Cour d'appel, et pas juste un appel de type recours en annulation d'une sentence arbitrage. Donc il y a, à mon sens, une vraie difficulté, effectivement, concernant l'exécution des décisions de justice rendues dans les rapports franco-britanniques. Pour les représentants des entreprises, quel a été l'impact de ces deux événements sur votre appréhension de l'arbitrage? Karl, d'abord. Bon, pour moi, l'histoire de l'arbitrage est en fait un progrès continu, interrompu par les erreurs, par les événements comme ça. Et j'ai bien vu en fait une interruption suite au Brexit. Et c'était une interruption temporaire, c'était une interruption de confiance peut-être, mais c'était vrai. C'était exactement la même chose après l'affaire Tapie en France. On a perdu un petit peu la confiance dans ce moyen de régler les différends, mais c'était temporaire, on allait dépasser. Même chose aux États-Unis après la crise devant le Sénat américain contre en fait l'utilisation d'arbitrage dans les Investor State Treaties. Mais c'est temporaire. Il fallait suivre en fait plutôt les grands axes pour comprendre la situation. Et pour moi, l'événement le plus remarquable était les résultats de Queen Mary Study en fait l'année dernière, où on a vu les remontes fortes des institutions asiatiques en fait par rapport les institutions occidentaux. Le CCI reste encore le numéro 1 mondial, mais avec une marge très très petite. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important de suivre les tendances économiques que en fait les interruptions temporaires. Charlotte, vous, il y a 5 à 10% des dossiers qui sont réglés par arbitrage international chez vous. Oui, nous, en fait, la proportion n'est pas très importante. Le trait commun, c'est que souvent les sommes en jeu sont pour le coup très conséquentes. Et pour rebondir sur ce que vous disiez à propos de l'arrêt Achmea, effectivement, nous très concrètement, on a 2 dossiers actuels qui sont directement concernés. Pour l'instant, effectivement, les procédures sont en cours. Et à ma connaissance, il n'y a aucun tribunal arbitral en fait saisi d'un sujet de protection des investissements qui s'est aujourd'hui déclaré incompétent sur la base de l'arrêt Achmea. Après, nous, effectivement, en interne, forcément, c'est un risque qu'on intègre maintenant, puisqu'effectivement, au moment de... alors, c'est pas, comment dire, ça ne va pas être déterminant du choix d'un investissement, donc c'est intra-européen, mais c'est sûr que c'est un point qu'on va mettre en exergue au moment de la décision d'investir dans tel pays européen, puisqu'on sait que, en tout cas, alors peut-être pas la saisine d'un tribunal arbitral, puisque visiblement pour l'instant les tribunaux arbitraux continuent de se déclarer compétents, mais au niveau de l'exécution des sentences, c'est sûr qu'on aura plus de protection.
Et c'est vrai que les alternatives qui se présentent à nous sont assez peu satisfaisantes, puisque nous, on était plutôt favorables à l'élaboration en fait du même mode, mais au niveau, un type arbitrage, mais au niveau européen. Et visiblement, c'est pas ce qui se dessine, puisque la Commission européenne a plutôt dit il faut que vous alliez devant les tribunaux locaux pour faire valoir vos demandes. Ce qui, effectivement, dans certains pays où nous sommes contre des autorités publiques, voire l'État, peut susciter quelques difficultés. Il faudrait créer un tribunal européen ou quelles seraient vos solutions ? Alors, nous, on est plutôt favorable, effectivement, à la création d'une institution basée, en fait, sur le modèle des tribunaux arbitraux qui existent actuellement, pour bénéficier aussi de toute l'expérience du monde de l'arbitrage d'investissement et qui serait au niveau européen, ce qui serait, du coup, en fait, neutre par rapport aux autres tribunaux locaux. Karl, vous en pensez quoi ? J'aimerais bien croire, mais en fait, j'ai plus confiance que ça va être accepté par les États membres qui sont des gagnants des décisions. Mais en fait, on est très peu des arbitrages de ce domaine, mais en fait, les nôtres étaient en fait étaient bien en fait featurés dans le Gard, comme en fait l'exemple il y a notre arbitrage contre la Pologne. Et j'imagine absolument pas que la Pologne et certains autres États vont accepter de former un tribunal plus neutre. Ils ont gagné avec les décisions MAC, mais c'est malheureux, mais c'est le cas. On a parlé de solutions alternatives. Est-ce que la nouvelle chambre de commerce internationale de la Cour d'appel de Paris pourrait constituer une voie de report pour ce type de litige ? Charlotte ? Pour moi, il faut, pour justement qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre les parties, une institution neutre. Et je crains que, compte tenu du fait que ce soit à Paris, ce soit assimilé au système français. Et donc, je ne suis pas sûre qu'un État européen accepte, du coup, de choisir cette juridiction. Xavier, vous pouvez nous faire un petit bilan de ces chambres de commerce internationales de la Cour d'appel de Paris ? Oui, alors brièvement, mais peut-être Soraya Macrani voudra-t-elle compléter sur ce point. Quand on regarde un petit peu les statistiques publiées par la Cour d'appel de Paris, on voit qu'elle a été en charge en juin 2021, elle avait 194 affaires au rôle. Sur ces 194 affaires, on voit qu'il y avait 79 recours qui étaient des recours contre des sentences arbitrales internationales. Et sur 108 arrêts rendus, 24 ont été rendus sur des questions de compétences, 34 sur des sentences d'arbitrage internationales, 7 sur des sentences d'arbitrage interne, 43 sur des conflits de fonds. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, la Chambre internationale de la Cour d'appel de Paris, elle a récupéré un certain nombre de dossiers et d'affaires qui étaient de la compétence de la première chambre de la Cour d'appel de Paris, notamment dans le domaine international et tous les recours formés en matière d'arbitrage. J'ai pas l'impression qu'elle constitue ou qu'elle ait créé en quelque sorte un nouveau fonds de commerce et qu'elle constitue une alternative à notamment les juridictions britanniques qui pouvaient être saisies préalablement au Brexit ou auxquelles les contrats faisaient référence dans les clauses attributives de juridiction, ni qu'elles viennent effectivement suppléer les doutes que l'on a à la suite de l'arrêt Achmea. Donc c'est effectivement une bonne initiative que d'avoir ces chambres internationales à la Cour d'appel ou au tribunal de commerce de Paris ou de Nanterre, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ça va mettre un petit peu de temps pour qu'elle puisse véritablement, dans le paysage, apparaître comme une alternative qui vient remédier notamment à ces problématiques nées de l'arrêt Achmea. Et je voudrais ajouter juste deux choses pour que cette Chambre internationale puisse véritablement trouver sa place. Il y a deux points qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est les moyens qui lui seront donnés, parce que c'est bien de parler anglais, mais bon, c'est quand même un prérequis de nos jours dans le domaine du commerce international. Et qu'une juridiction parle anglais, ma foi, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut aller plus loin. Et ce qui compte, ce sont les moyens qu'auront les magistrats et ces chambres pour avoir des magistrats formés
au commerce international, qui connaissent ces problématiques, et puis qui iront également un petit peu porter la bonne parole et montrer ce qu'ils savent faire et porter en quelque sorte l'image de la Chambre internationale dans les colloques à l'étranger et se faire connaître. C'est un point intéressant. Et puis le deuxième point, c'est qu'on avait beaucoup, notamment dans les contrats financiers, de clauses attributives de juridiction en faveur des juridictions anglaises, parce qu'à Londres, il y a une pratique bancaire, financière importante et des juridictions qui traitent ces questions depuis des années et des années avec une grande stabilité, des magistrats qui sont toujours les mêmes. Donc en fait, il y a une prévisibilité pour les établissements financiers, une prévisibilité du résultat des litiges qu'ils porteront devant ces juridictions, que nous n'avons pas pour l'instant encore à Paris. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression que la Chambre internationale, la Cour d'appel de Paris, donne cette garantie de prévisibilité et de connaissance très fine des pratiques de place que peuvent avoir les juridictions britanniques. Karl. Je suis plus ou moins d'accord, mais en fait, je vais faire le sommaire avec une petite blague. En fait, je crois que c'est plutôt une solution en recherche d'un problème. En fait, et je suis tout à fait d'accord avec Xavier que l'avantage des corps anglais vient pas sur le fait qu'ils parlent anglais, c'est le common law. En fait, c'est la prévisibilité. Et en fait, je me permets encore plus l'observation un peu dangereux qu'en fait, le droit civil a envie d'être comme le droit commun et le droit commun en fait a envie d'être comme le droit civil. Mais franchement, en fait, ça explique beaucoup pourquoi et ainsi les formations des tribunaux internationaux à Francfort, à Amsterdam et à Paris aussi. Ouais. Soraya. Je vais apporter peut-être un regard un peu différent. Je mets ma casquette d'ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature pour dire que c'est quand même une révolution en France. Hein. Et c'est pas anodin. Hein. Je ne veux pas vous renvoyer à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, mais qu'on puisse parler anglais dans des juridictions françaises, c'est déjà en soi une révolution. Ensuite, c'est quand même assez extraordinaire parce que ce qu'on a voulu, comme Paris, place de l'arbitrage, on a voulu faire attirer du contentieux devant ces chambres. Et les juridictions se sont quand même donné des moyens extrêmement importants. Alors, je suis d'accord avec Xavier, c'est le début. D'abord, ils viennent de faire paraître leur guide de procédure. Donc, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, il faut en matière de prévisibilité qu'on connaisse les juges. Ils ne sont pas très nombreux. Et ce sont des juges qui ont pignon sur rue. François Ancel, le président, est connu. Il a été à la chancellerie. Il est extrêmement compétent, très spécialisé en arbitrage. Donc, c'est quelqu'un de connu, de reconnu, qui est censé rassurer. Ensuite, ils se sont dit, bon, il faut pouvoir parler anglais, comme ça les gens seront comme un poisson dans l'eau. Après, pour la procédure, ils se sont dit, bon, peut-être que les règles de procédure françaises sont un petit peu trop strictes, et ce guide de procédure, c'est quand même une magnifique opportunité, parce que c'est vraiment un mélange de procédures beaucoup plus souples, avec beaucoup de contractualisation et des possibilités de cross-examination, etc. Et donc, ils se sont dit que les gens allaient s'y retrouver. Maintenant, évidemment, c'est le démarrage. Donc, que se passe-t-il? On a des avocats français qui ne retrouvent pas leur bébé, des avocats étrangers qui se disent « ça n'est pas assez, on n'est pas allé assez loin ». Donc, forcément, ça crée un peu de suspicion. Alors, moi, j'estime que le droit continental, il est construit sur le principe de sécurité juridique, mais évidemment, ce qui va attirer, c'est la prévisibilité des solutions. Or, comme ça vient de commencer, on n'a pas encore de solution. Mais je dis longue vie à la Chambre de commerce internationale et on espère que dans quelques années, les contentieux, la jurisprudence qui aura été créée sera de nature à rassurer les opérateurs économiques. Parfait. Après avoir parlé de ces nouvelles voies de règlement des litiges, on va aussi parler des nouveaux types de litiges internationaux. Et alors là, je me tourne vers Alexia. Qu'est-ce que vous voyez apparaître comme type de litige dans vos dossiers ? Alors, nouveau type de litige, oui. Influence anglo-saxonne assez forte sur notre système judiciaire français. Nouveau litige qui pullule. On a deux exemples surtout qui me viennent en tête de cette influence anglo-saxonne que je partage avec vous, qui est la notion de justice négociée. On avait déjà la CRCP, on a maintenant la CJIP. Justice négociée avec ses limites, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on essaye de transposer un système anglo-saxon à notre système national, on ne va jamais jusqu'au bout. Et on se souvient notamment de l'affaire Bolloré qui a fait couler beaucoup d'encre
où malgré justement cette justice négociée, les magistrats ont repris leur pouvoir et finalement d'une justice négociée hors prétoire, on se retrouve avec une justice imposée, des magistrats qui refusent d'homologuer considérant que les peines étaient insuffisantes. Donc limite de cette transposition de justice négociée. Et puis la class action qu'on a voulu importer en France, qui est la notion d'action de groupe. Et là, je vais avoir une opinion assez claire et tranchée. Pour moi, la class action, l'action de groupe, c'est un flop en droit français. Pourquoi c'est un flop ? Soraya, peut-être que vous voulez... Oui, je crois. J'ai beaucoup écrit sur l'action de groupe. L'action de groupe, effectivement, on a pris comme modèle la class action américaine. On a voulu faire une class action à la française en construisant un modèle qui, dès le départ, était complètement vicié. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu en faire comme au Québec un véhicule procédural universel, c'est-à-dire une autre forme de procédure et tout le monde peut y aller. On a voulu créer une procédure pour différents types de contentieux. Et donc selon la matière contentieuse, la procédure n'est pas la même. On a voulu rassurer en disant les avocats ne pourront pas y aller, il faudra des personnes représentatives. On a voulu mettre tellement de garanties que, objectivement, c'est une usine à gaz. En matière environnementale, on n'en a aucune. En matière de discrimination en droit du travail, il y en a eu 2, je crois, intentés par la CGT, mais les juridictions du fond, pour l'instant, ont dit quelque chose d'assez incroyable, je trouve, en tant que processualiste, qui était de dire que ça ne s'appliquait pas aux discriminations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi, alors que ce n'est qu'une loi de procédure. Bon, ça permettra d'en discuter. Et donc, tel que c'est fait aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, les avocats, les cabinets qui lancent des actions aujourd'hui préfèrent faire, plutôt que des actions de groupe, des actions regroupées, c'est-à-dire échapper au modèle de l'action de groupe en potentiellement créant des sites internet pour récupérer des mandats et lancer des actions de groupe. Et puis, dernier élément, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais il se trouve que les personnes qui se lancent dans des actions de groupe, on l'a vu beaucoup en matière de téléphonie mobile par exemple, prennent des avocats spécialisés sur le fond du contentieux et pas sur la procédure, ce qui fait que toutes les actions de groupe qui ont commencé à se lancer ont en réalité à choper sur des questions procédurales, sur des rédactions d'assignation. Et en réalité, elles sont vite épuisées par le contentieux préalable de ce démarrage de procédure. Charlotte, vous, les actions de groupe, c'est quelque chose qui vous inquiète en France, hein ? Oui, en France. J'avoue, pour l'instant, j'ai du mal à concrétiser ce risque juridique. Donc, être inquiète. Et puis, finalement, en fait, ce que vous dites, Soraya, me rassure, parce que si ça reste je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Un sujet procédural... pour le moment, il y a le règlement européen, on va avoir des réformes sur l'action de groupe et ça va changer quand même. Voilà. Je pense que c'est à court terme. Ce règlement européen est attendu pour avoir des évolutions pour renforcer les actions représentatives. Le problème, c'est que le droit français n'a toujours pas compris la différence entre l'action collective et l'action de groupe. Et donc, en confondant totalement, parce qu'en créant une action de groupe en cessation des agissements illicites, pourquoi créer un groupe de personnes alors que je vais simplement cesser un agissement et ne pas obtenir des indemnisations pour chaque individu ? Donc, c'est un non-sens. Il y a un problème de conception de la machine. Donc, entre action collective, action de groupe, action dans l'intérêt individuel, action dans l'intérêt collectif ou l'intérêt général, ça a mal été pensé. Karl, votre avis ? Je suis tout à fait d'accord et je vais juste ajouter le point qu'en fait, les États-Unis, en fait, qui sont en fait compris comme le leader mondial dans ce domaine, ils ont besoin de 60 ans pour arriver à le point qu'ils ont compris en fait cette différence-là. Karl, je vous laisse la parole pour parler de justice négociée. Donc Alexia en a parlé au début. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle voie de règlement ? Je suis forcément en fait obligé de défendre et de dire que en fait c'est un voie qui doit être disponible. En fait, je dois le dire pour 2 raisons. Parce que j'ai trouvé qu'en fait il y avait quelque chose qui était tout à fait mal compris. En France, je dis ça en fait sur le point de vue d'un étranger qui est en France depuis un certain temps, qui était le choix des entreprises de chercher de justice négociée ailleurs de la France était motivé par une peur. Non, c'était motivé par une opportunité. Et maintenant où cette opportunité est disponible en France aussi, je crois qu'on va voir une situation rebalancée sur le fait que la France reprenne, et je parle de l'État et pas des entreprises françaises qui ont toujours eu ce choix, mais maintenant l'État français a la possibilité de rebalancer les choses avec leur propre économie.
La deuxième raison pourquoi je l'ai dit, et j'étais frustré dans les affaires pénales qui n'ont pas du tout concerné la corruption, en fait, la fraude, mais qui ont concerné bien beaucoup des autres choses, qui était le seul choix que j'ai eu était soit de défendre avec toute ma force, soit de faire un CRPC. C'était inadéquat et je trouve que en fait, le Serpent 2 et maintenant le Serpent 3 donnent en fait des voies qui sont attractives d'une certaine façon, mais chacune des entreprises de prendre ses décisions. Il y a eu beaucoup d'écrits sur le PNF notamment. Est-ce que c'est une copie du DOJ américain? Pas du tout. En fait, ça c'était quelque chose qui est facile à mal comprendre, mais en fait ils sont contraintés à son sens, mais ils ont des opportunités sur les procédures françaises que les DOJ n'ont pas. Et pour moi, en fait, le PNF, ils ont bien mérité le fait qu'ils aient été choisis par le Global Investigation Review comme Authority of the Year l'année dernière, parce qu'ils sont innovatifs, ils sont adaptifs et très agiles. Est-ce que vous voyez apparaître d'autres types de contentieux, vous? ESG. En fait, celui qui prend ça juste comme tendance, en fait, juste par quelque chose qu'il fallait en fait mentionner dans l'annual report, se trompe. C'est quelque chose qui est très réel. Ça va nous arriver et on doit se préparer. L'ESG, Xavier, c'est des dossiers des contentieux autour de l'ESG que vous commencez à voir apparaître? Oui, tout à fait. Avec une vraie inquiétude, effectivement, de savoir si un dirigeant peut être mis en cause parce qu'il a quelque part un sous-traitant ou une sous-filiale qui, dans un autre pays, ne respecte pas, par exemple, la réglementation du travail ou qui est confronté à des problématiques de respect des droits humains. Donc. Et globalement, ces nouveaux types de contentieux, est-ce qu'on doit les aborder différemment? Est-ce que vous avez des recommandations à faire aux entreprises? Non, je pense qu'il faut essayer on revient un peu au début de notre propos, il faut essayer de les évaluer et puis de se préparer. Donc ça veut dire, avoir des procédures ou des process qu'on a déjà essayé d'anticiper pour pouvoir savoir si un jour la problématique arrive, comment on va la gérer. Donc on ne soit pas dans le vague et qu'on puisse tout de suite commencer à réagir. Ça suppose également d'avoir réfléchi à avec qui on va travailler. Ça paraît bête, mais lorsqu'on a une problématique dans un autre pays avec un dirigeant d'une filiale qui se retrouve mis en cause, par exemple, il faut réfléchir très vite à avec qui on va travailler, comment on va gérer la crise, quelle agence de communication on va aller chercher, quels sont les éventuels experts auxquels on va faire appel. Ou bureau d'études. Enfin, donc il faut avoir réfléchi à ces procédures, à ces partenaires dont on va avoir besoin. Quel est le cabinet d'avocats qu'on va aller voir ou la liste de cabinets qu'on peut interroger. Puis il y a un troisième point qui me paraît aussi important, c'est toutes les problématiques probatoires. Et ça, c'est essentiel dans un dossier, et notamment dans ce type de dossier. Il faut très rapidement sécuriser les pièces. Donc savoir ce que l'on a, savoir qu'est-ce que l'on peut utiliser, exploiter. Notamment, autrefois on avait des papiers, on avait des courriers. Maintenant ce sont des emails. Ces emails ils sont périssables, ils peuvent disparaître. Il suffit que quelqu'un quitte l'entreprise, on écrase sa boîte mail et on n'a plus aucun historique sur un dossier. Donc il faut très vite avoir le réflexe de sécuriser les aspects probatoires, la documentation, sécuriser aussi les témoins. Puisqu'on peut être conduit, et de plus en plus maintenant également devant les chambres internationales, à faire intervenir des témoins, ce qui n'est pas un réflexe en droit français, mais l'est dans d'autres systèmes et en arbitrage. Et donc il faut très vite également se dire de qui on aura besoin, qui a connu les faits dont on va devoir parler, qui on fera témoigner et comment on va organiser tout ça. Donc je crois que la clé de cela, c'est véritablement l'anticipation. Essayer de se placer à l'avance dans une situation de contentieux en se disant de quoi j'aurais besoin pour pouvoir conduire cette partie. Et il me semble que véritablement l'aspect probatoire est essentiel. Karl, chez Airbus, vous avez une équipe qui est chargée de sécuriser les preuves, les conserver?
Tout à fait. En fait, c'est l'effet d'une expérience très longue et très, c'est pas facile de faire ça toujours, mais du coup, en fait, nous avons une équipe spécialisée dans ce domaine qui est composée de juristes, par des enquêteurs, par les spécialistes d'intelligence artificielle, par les spécialistes dans le domaine de GDPR et en fait dans la sécurité, parce que forcément, il y a bien beaucoup de problèmes qui se posent hors juste l'accessibilité des preuves. Charlotte, chez vous, ça se passe comment ? Alors nous, effectivement, on est absolument très attentif en fait à tout ce qui est préservation des preuves. Nous, depuis 2018, en fait, on a un système de suppression automatique des mails qui ont plus de 6 mois d'ancienneté, sauf si vous estimez qu'il est pertinent. Et dans ces cas-là, vous pouvez mettre un libellé spécifique qui permettra de les garder au-delà des 6 mois. Alors effectivement, quand il y a un contentieux ou un précontentieux qui se profile, on a un système de hold notice. Alors, je vous rejoins tout à fait, Xavier. La clé, c'est l'anticipation, puisqu'il faut identifier les personnes qui sont potentiellement impliquées dans le contentieux, dans le dossier, sécuriser les données. Voilà, donc c'est tout un process effectivement qu'on met en place au niveau juridique pour conserver en fait toutes ces preuves. Parfait. Écoutez, merci beaucoup.